J'ai appris la vérité sur ma fille un mardi soir à 21h14, lorsque mon téléphone a vibré avec un message que je n'étais pas censé voir. Quand est-ce que cette vieille peau va enfin crever? Je suis tellement fatigué de marcher sur des œufs autour d'elle. Je l'ai lu une fois, puis une autre, et à chaque mot, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Il s'est immobilisé, comme si quelqu'un avait doucement fermé une lourde porte à l'intérieur de ma poitrine. Pendant un long moment, je suis resté assise là, dans mon fauteuil, mes mains posées sur la couverture en laine sur mes genoux. À 80 ans, mes doigts sont plus fins, mais ils savent encore s'accrocher au bord de la vérité sans trembler. Et la vérité était simple. Ma fille, mon unique enfant, avait finalement dit à voix haute ce qu'elle pensait depuis des années. Seulement, elle n'avait pas l'intention de me l'envoyer. Non, ce message était pour son mari, Gavin. Un petit soupir privé d'irritation à propos de la femme qui les nourrissait, les logeait et faisait semblant de ne pas remarquer la façon dont leurs yeux se durcissaient chaque fois que j'entrais dans une pièce. Je n'ai pas pleuré. À mon âge, les larmes viennent rarement pour les blessures fraîches. Elles viennent pour les anciennes qui n'ont jamais été soignées. Au lieu de cela, j'ai fermé le téléphone comme si je remettais une lettre dans son enveloppe et j'ai écouté la maison silencieuse s'installer autour de moi. Cette maison a toujours été douce avec moi. Ces poutres en bois se souviennent de mes rires des années où mon mari Thomas parcourait encore ces couloirs. C'est peut-être pour cela que le message m'a moins semblé une trahison qu'une confirmation de quelque chose que j'avais déjà commencé à sentir, comme un courant d'air se faufilant par une porte laissée entr'ouverte. Au bout du couloir, je pouvais entendre le son étouffé de ma fille chargeant le lave-vaisselle. J'imaginais son expression, tendue, impatiente, comme si la gentillesse lui coûtait plus qu'elle ne pouvait se le permettre. Il me croyait endormi. Ils pensaient souvent que la vieillesse, pour eux, signifiait l'absence. Le silence, un meuble doux placé dans le coin et occasionnellement dépoussiéré avec une politesse obligatoire. Je suis resté assise longtemps. Assez longtemps pour que les lumières de la cuisine s'éteignent. Assez longtemps pour que des pas passent devant ma porte sans s'arrêter. Ils ne prenaient pas de mes nouvelles. Ils le faisaient rarement, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose. Ma signature, mon relevé de pension, l'assurance que la maison était toujours à mon nom et non au leur. Le message brillait dans mon esprit comme la vérité le fait parfois. Froid, lumineux, étrangement propre. Quand je me suis enfin levé de mon fauteuil, mes articulations ont protesté, mais pas assez pour m'arrêter. J'ai traversé la maison lentement, laissant ma main caresser les textures familières. La rampe en chêne que Thomas polissait chaque printemps. Le mur du couloir où nous marquions autrefois la taille de notre fille au crayon. Elle avait 6 ans quand elle a atteint la poignée de porte en laiton, 10 ans quand elle l'a dépassée, 24 ans quand elle a complètement cessé de tendre la main vers moi. Dans la cuisine, la faible odeur de déterge au citron persistait. Je me suis versé un verre d'eau, chaque mouvement délibéré. Je ne planifiais encore rien. J'avais simplement besoin de la stabilité qui vient lorsqu'on reconnaît la réalité sans broncher. J'ai porté l'eau à la fenêtre. Dehors, la lumière du porche projetait un large cercle sur la pelouse vide. Il y a des années, cette lumière signifiait la sécurité. Thomas revenant de ses gardes de nuit, notre fille se précipitant sur les marches après l'école. Ce soir, elle ne faisait qu'illuminer à quel point mon monde était devenu petit, à quel point j'avais cédé de ma vie parce que je croyais que l'amour était quelque chose que l'on devait sans cesse prouver. Je me suis assise à la table et j'ai posé le téléphone devant moi. Je n'ai pas rouvert le message. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai croisé les mains et j'ai laissé le poids de 80 ans s'installer dans mes os. Des années à donner, à aplanir les choses, à pardonner, à m'effacer, ai-je chuchoté dans le silence. Alors c'est comme ça que tu me vois. Pas d'amertume, pas de colère, seulement une clarté stable et refroidissante. Le matin viendrait, et avec lui des décisions que j'avais évitées depuis bien trop longtemps. Ce soir, je ne m'accordais que la vérité, et la vérité suffisait. Les gens aiment à croire que l'éloignement se produit soudainement, après une phrase cruelle ou un acte impardonnable. Mais dans ma vie, la distance est arrivée discrètement, comme la moisissure qui rampe le long d'un mur de sous-sol, lente, inaperçue, et déjà enracinée au moment où on la voit enfin. Quand mon mari Thomas est mort il y a 11 ans, c'est ma fille Hélène qui a insisté pour que je ne vive pas seul. Ce n'est pas sûr pour toi, maman, avait-elle dit, me serrant la main avec une douceur qui semblait déjà légèrement répétée. Gavin se tenait derrière elle, hochant la tête comme s'il avait été briefé.
Je me souviens avoir pensé à quel point j'étais reconnaissante d'avoir une famille prête à m'accueillir chez elle. Mais bien sûr, ils ne m'accueillaient pas chez eux. Ils emménageaient chez moi. La maison avait toujours été trop grande pour moi seul. 4 chambres, de larges couloirs, un jardin que Thomas entretenait jusqu'à ce que son souffle s'éteigne à 59 ans. Quand j'ai suggéré de la vendre, la réaction d'Hélène a été instantanée, vive. Pourquoi vendrais-tu quelque chose de si précieux? C'est notre maison de famille, a-t-elle dit, le « notre » étant la manière dont une personne pourrait réclamer un manteau qu'elle n'a jamais porté mais qu'elle désire soudainement. Je me suis dit qu'elle était en deuil. Nous l'étions tous. J'ai donc accepté son idée. Elle et Gavin emménageraient temporairement, juste le temps d'économiser assez pour un acompte sur leur propre logement. Ils ont apporté des cartons, trop nombreux pour quelque chose de temporaire, et ont rempli les pièces de leurs affaires, tandis que les miennes se retiraient lentement dans les coins, dans les tiroirs, dans le débarras. Ce n'était pas malveillant. C'était simplement en train de se produire. Gavin était poli au début. Trop poli, m'appelant Madame Holt, comme si l'âge avait effacé la maternité pour ne laisser que la formalité. Mais la politesse s'est aigrie avec le temps pour devenir une tolérance froide. Il évitait de s'asseoir là où j'étais assise, évitait de s'attarder dans la même pièce, évitait la conversation sauf s'il s'agissait de factures, de réparations ou d'impôts. Je suis devenu progressivement et sans préavis une responsabilité plutôt qu'une personne. Hélène a changé plus subtilement, mais de manière plus blessante. Elle a cessé de rire avec moi, a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, a commencé à soupirer quand j'entrais dans une pièce au milieu d'une conversation, comme si ma présence modifiait l'air d'une manière qu'elle trouvait gênante. Elle avait 52 ans mais se comportait comme quelqu'un qui croyait que la vieillesse était contagieuse. La première fois que j'ai remarqué le changement, elle était au téléphone avec une amie. Je l'ai entendu dire, c'est comme vivre avec une ombre. Elle n'a pas besoin de grand-chose, mais elle est toujours là. Elle ne savait pas que je passais devant la porte. Ou peut-être que si. Je me souviens être resté dans le couloir après, me touchant le bras comme pour confirmer que j'étais encore solide. Avant la mort de Thomas, Hélène et moi parlions de tout. Recettes, voisins, la coupe de cheveux affreuse du nouveau pasteur. Elle m'a dit un jour qu'elle espérait hériter de ma patience un jour. Il semble qu'elle n'ait hérité que de mon silence. Les petites choses se sont accumulées. C'est toujours le cas. Hélène a cessé de m'inviter à leur dîner au restaurant, disant que les restaurants étaient trop bruyants pour toi. Gavin s'est plaint que je laissais les lumières allumées, bien que ce ne soit pas le cas. Ils ont commencé à chuchoter le soir, baissant la voix, non par courtoisie mais par secret. J'ai appris à marcher doucement, à demander moins, à me faire plus petite aux abords de leur vie. Mais la maison a été témoin de tout cela. Elle semblait plus petite, bien que rien dans sa structure n'ait changé. Des portes qui restaient autrefois ouvertes étaient maintenant fermées. Je prenais mes repas seul plus souvent qu'autrement. Et chaque fois que les amis d'Hélène venaient, elle me présentait comme « maman ». Elle reste avec nous pour l'instant. Reste, comme si j'étais l'invité de quelqu'un dans la maison que mon mari a construite de ses mains. Pourtant, je me disais que c'était normal. Les familles s'éloignent puis se retrouvent. Les gens disent des bêtises qu'ils ne pensent pas vraiment. Gavin avait un travail stressant. Hélène s'inquiétait trop. Je les excusais, comme le font les mères, lissant leurs angles vifs avant qu'ils ne me coupent. Puis sont venues les conversations sur l'argent. Subtil au début. Hélène me demandant si j'avais vraiment besoin de la plus grande chambre, suggérant de rénover certaines parties de la maison pour augmenter la valeur de revente, un jour. Un jour. Pas mon jour, le leur. Et quand je n'ai pas réagi, elle a commencé à laisser des brochures sur la table de la cuisine sur la planification successorale pour les personnes âgées, des passages surlignés sur le transfert de propriété anticipé pour réduire les droits de succession. J'ai reconnu la tactique. Me faire croire que c'était utile, responsable, sensé. Les gens oublient qu'à 80 ans, on a déjà vu toutes les stratégies. La vérité est que je leur aurais tout donné s'ils avaient simplement été gentils. Ce n'est pas le message de cette nuit-là qui a mis fin à quelque chose en moi. Il n'a fait que révéler ce qui se terminait depuis des années. La distance n'avait pas commencé à 21h14. Elle avait commencé au moment où ils ont cessé de me voir comme une mère pour me voir comme un obstacle. Et ça, je pense, c'était le véritable deuil.
Il y a des matins où le souvenir ne vient pas comme une histoire, mais comme un poids, chaud, constant, indéniablement vivant. C'est ainsi que Thomas me revient maintenant. Pas comme un fantôme, pas comme un rêve, mais comme la pression tranquille d'une main sur mon épaule lorsque le monde menace de basculer. Je l'ai senti cette nuit-là après le message, pas de manière mystique, mais dans la simple stabilité qui s'est répandue en moi une fois le choc passé, comme s'il me rappelait qui j'étais autrefois. Thomas était un homme pratique, peu enclin au discours. Il croyait qu'il fallait faire une chose correctement ou ne pas la faire du tout. Il a construit la moitié des étagères de cette maison, a réparé le toit 3 fois et n'a jamais laissé le jardin à l'abandon. Quand il est mort, les tomates ont continué à mûrir en rangées ordonnées, comme si elles refusaient d'accepter que leur gardien était parti. La maison est devenue mon ancre alors, et c'est peut-être pour cela que j'ai laissé Hélène et Gavin rester si facilement. C'était comme une continuation de la vie que Thomas et moi avions créée. Je pensais que leur présence comblerait le vide qu'il avait laissé. Mais le deuil ne peut être comblé. Il ne peut qu'être porté, et j'ai appris à le porter en silence, comme on a appris aux femmes de ma génération à gérer leur plus lourd fardeau. Quand Hélène était petite, elle adorait son père. Elle le suivait partout, dans la remise, le garage, le jardin, posant des questions, tirant sa manche, exigeant des explications pour tout, de l'huile moteur aux soucis. Il avait une patience avec elle que j'enviais. Avec moi, il était calme. Avec elle, il était doux. Je me souviens avoir pensé que cette douceur la protégerait toute sa vie. Ce ne fut pas le cas. Ou peut-être que cela l'a gâtée. Je ne suis plus sûr. En grandissant, elle s'est éloignée de lui, comme le font souvent les filles. Mais elle est toujours revenue vers moi. C'est à moi qu'elle confiait ses secrets. C'est moi qu'elle appelait en pleurant lorsque ses premières fiançailles ont été rompues. C'est moi qui suis resté avec elle pendant ses fausses couches, lui tenant la main dans le long silence qui a suivi. Il fut un temps où elle me regardait avec confiance, pas avec suspicion. Un temps où elle m'aimait sans calcul. Mais la mort de Thomas l'a changé plus que je ne l'avais réalisé alors. Elle est devenue cassante, vive, là où elle était autrefois tendre. Elle a commencé à ressentir du ressentiment pour tout ce qui lui rappelait la vulnérabilité, même en elle-même, peut-être surtout en elle-même. Et moi, malheureusement, j'en étais le plus grand rappel. Dans les mois qui ont suivi les funérailles, elle a traversé cette maison comme si elle n'appartenait qu'au chagrin, pas à la mémoire. Elle parlait fort, déplaçait les meubles, réorganisait les pièces, de petites rébellions contre le deuil, je suppose. Je n'ai rien dit parce que je comprenais que les gens pleurent de manière étrange, parfois égoïste. Pourtant, j'ai gardé certaines choses intactes. L'établi de Thomas, son fauteuil préféré, la photo encadrée de lui sur les marches du porche tenant Hélène en bas âge. Ces petites reliques gardaient la forme de qui nous étions. Je ne m'y suis pas accroché par désespoir. Je m'y suis accroché parce qu'elle me stabilisait. Mais Hélène m'a dit une fois, légèrement et avec un sourire trop serré sur les bords, « Maman, tu devrais vraiment commencer à lâcher prise. C'est malsain de vivre dans le passé. » Malsain, comme si la mémoire était une maladie. C'est la première fois que j'ai senti un petit changement. Une traction rapide, presque imperceptible, à l'intérieur de moi. Le genre qu'une mère ignore parce qu'elle veut continuer à croire que son enfant veut bien faire. Le temps a poursuivi son travail silencieux. L'attention d'Hélène s'est amenuisée. La présence de Gavin s'est alourdie. Et moi, sans le vouloir, j'ai commencé à contourner leurs humeurs comme je contournais autrefois les outils de Thomas éparpillés dans le garage. J'avais l'habitude de m'asseoir sur le porche arrière le soir, regardant le soleil plonger derrière les érables. Thomas et moi y buvions du thé. Il disait toujours que la vue était meilleure au crépuscule car elle adoucissait les contours de tout. J'ai gardé ces soirées longtemps après son départ. Mais finalement, Hélène a commencé à utiliser le porche pour ses appels téléphoniques, faisant les 100 pas, allumant des bougies qui sentaient l'eucalyptus et quelque chose de chimique. L'espace est devenu le sien d'une manière qui m'a chassé sans aucune discussion. Un soir, des années avant le message texte, je l'ai entendu dire à quelqu'un, « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est comme être piégé. » Elle est toujours là. Elle n'a pas prononcé mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Je me souviens être allé me coucher tôt ce soir-là, non par blessure, mais par épuisement. L'épuisement de pardonner tranquillement ce qui n'a même pas été reconnu. Plus tôt dans ma vie, quand je me sentais incertaine, je demandais à Thomas, que devrions-nous faire ?
Et il répondait toujours de la même manière, on y réfléchira demain matin. Le matin était son moment pour les décisions. Il croyait que la clarté appartenait à la lumière du jour. Après avoir lu le message d'Hélène cette nuit-là, ces mots me sont revenus avec un calme remarquable. Réfléchir le matin. Et je l'ai fait. Pas émotionnellement, pas avec colère, juste honnêtement. Parce que la femme qu'Hélène voulait voir partir, la vieille peau, était toujours la même femme que Thomas avait autrefois aimée profondément, constamment, sans hésitation. Et je devais à cette femme bien plus que le silence. Le matin a le don de révéler tout ce que l'on a tenté d'adoucir la nuit précédente. À 80 ans, je me lève tôt par habitude, pas par besoin, et ce jour-là n'a pas fait exception. La maison était encore sombre, de ce silence profond et bleuté qui vous fait prendre conscience de votre propre respiration. Je me suis assise lentement, laissant mes articulations s'habituer à l'idée de mouvement. Le message de la nuit précédente n'avait pas disparu avec le sommeil. Il m'attendait, vif et inchangé, comme une pierre sur la table de la cuisine. Je ne l'ai pas relu. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai plié la couverture au pied du lit, j'ai lissé les coins et je suis resté un instant à écouter. Hélène et Gavin dormaient encore. Leur chambre était au fond du couloir, la même chambre que Thomas et moi partagions autrefois. J'avais déménagé dans la plus petite chambre d'amis il y a des années, sur la suggestion d'Hélène. C'est plus logique comme ça, maman, et j'avais obéi sans résistance. Ce matin-là, pour la première fois, j'ai remarqué la petitesse de l'espace autour de moi, non pas de la pièce elle-même, mais de la manière dont je m'étais inséré dans une version de vie qui exigeait que je reste à l'écart. Je me suis habillé en silence, choisissant un cardigan que Thomas aimait toujours, le gris doux aux coudes usés. La maison semblait plus froide que d'habitude. Peut-être que c'était simplement la clarté qui s'installait. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, le couloir m'a accueilli avec cette odeur familière de cire à bois et de vieilles photographies. Tant de vie s'était déroulée ici, et tant avait été toléré. Dans la cuisine, j'ai fait bouillir de l'eau pour le thé. La bouilloire a pris son temps, fredonnant comme si elle considérait sa propre place dans le monde. Je me suis assise à la table et j'ai attendu, les mains croisées sur mes genoux. Je n'étais pas en colère. J'étais déterminé. C'est une force différente. Plus calme et plus stable que la rage. La rage éclate. La clarté tient. Au moment où j'ai fini mon thé, je savais ce que je devais faire. Non pas pour donner une leçon à qui que ce soit, non pas pour les faire souffrir. Non, j'avais simplement besoin de sortir d'une vie qui s'était rétrécie autour de moi pendant des années. Et je devais le faire pleinement, avec la même certitude tranquille que Thomas avait autrefois apportée à chaque décision qu'il prenait. J'ai pris le dossier de documents du tiroir où je gardais tout ce qui était important. Acte de propriété, papier d'assurance, l'Ancien Testament qui devait être réécrit, la procuration qu'Hélène avait insisté pour avoir, juste en cas d'urgence. Je les ai placés soigneusement dans mon sac fourre-tout. Il semblait plus lourd que du papier ne devrait l'être. Ou peut-être que c'était le poids de tout ce qu'il représentait. J'ai enfilé mon manteau et mes chaussures. Mes clés, mon jeu original, étaient toujours sur le crochet près de la porte. Hélène et Gavin en avaient fait des copies il y a des années. Ils n'ont jamais demandé. Ils l'ont simplement fait, et j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque je suis sorti. Les planches du porche ont grincé sous mes pieds, familières et loyales. Elles ont toujours gémi pour moi et seulement pour moi. Je me suis arrêté là un instant, respirant l'air froid du matin. Il avait un goût d'hiver et d'autre chose. Quelque chose comme la liberté. Ma voiture, une vieille berline bleue que je gardais malgré les taquineries de Gavin, attendait patiemment dans l'allée. Pourquoi conduire cette relique, disait-il. C'est embarrassant. Mais elle ne m'avait jamais laissé tomber, pas une seule fois. Et ce matin-là, elle a démarré au premier tour de clé, comme si elle comprenait l'urgence de mon départ. Les rues étaient vides. Quelques lumières de Porsche clignotaient au loin, des maisons s'éveillant comme la mienne le faisait autrefois. J'ai conduit sans réfléchir, le trajet gravé aussi profondément que la mémoire musculaire. 2 rues plus bas, à gauche à l'église, à droite à la boulangerie, puis tout droit vers le petit cabinet d'avocat où Thomas et moi nous étions assis ensemble pour signer notre première hypothèque. Le parking était encore vide quand je suis arrivé. Je suis resté assise là un moment, les mains posées sur le volant.
Cela aussi ressemblait à une sorte de deuil, non pas pour Hélène, mais pour la version de moi-même qui s'était accrochée à l'espoir bien après qu'il se soit dissous. À 9 heures précises, les lumières du bureau se sont allumées. J'ai rassemblé mes documents et je me suis dirigé vers l'entrée. Mes jambes étaient lentes mais stables. Mon reflet dans la porte vitrée m'a surprise un instant. Non pas à cause des rides ou des cheveux gris, j'ai fait la paix avec mon âge depuis longtemps, mais parce que j'avais enfin l'air de quelqu'un qui se souvenait de sa propre valeur. À l'intérieur, la réceptionniste m'a accueilli gentiment. Madame Holt, bonjour. Avez-vous un rendez-vous? Non, ai-je dit, mais je crois qu'il est temps que je fasse quelques changements. Elle a hoché la tête et m'a conduite à la salle d'attente. Je me suis assise, tenant le sac fourre-tout près de moi. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais pas pleine d'espoir. J'étais simplement prête. Pour la première fois depuis des années, je sentais que la maison que j'habitais était solide, enracinée et à nouveau mienne. Et le matin, comme Thomas l'avait toujours promis, m'avait apporté la clarté dont j'avais besoin. Le cabinet d'avocats n'avait pas beaucoup changé depuis l'époque où Thomas et moi nous y étions assis pour la première fois pour signer des papiers de prêt. Les mêmes certificats encadrés au mur, la même lourde chaise en bois qui grinçait toujours quand on se penchait trop en arrière. Même l'odeur, papier, produit de nettoyage pour tapis et vieux café, semblait exactement la même qu'il y a 20 ans. Cela m'a ancré. C'était l'endroit où les vraies décisions étaient prises, le genre que l'on ne pouvait pas cacher plus tard derrière des excuses ou des sentiments. Quand la porte s'est ouverte et que M. Dalton est sorti, j'ai ressenti une petite vague de soulagement. Il avait géré nos affaires pendant des décennies, à l'époque où mes cheveux étaient encore bruns et où Thomas se disputait encore avec lui de bonne humeur à propos des taux d'intérêt. Maintenant, Dalton avait l'air un peu plus rondouillard, avec des rides plus profondes autour des yeux, mais il se comportait toujours comme un homme qui respectait la clarté. « Marianne » a-t-il dit chaleureusement, prenant ma main entre les siennes. « Ça fait trop longtemps. » Entrez. Je l'ai suivi dans son bureau, la porte se refermant derrière nous. Il a attendu que je m'assoie avant de s'abaisser dans son fauteuil. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'ai posé mon sac fourre-tout sur mes genoux et j'ai sorti la pile de documents, lissant les bords avec un soin délibéré. J'ai besoin de faire plusieurs changements, ai-je dit, à mon testament, à ma procuration et au titre de propriété de ma maison. Ses sourcils se sont légèrement levés, non pas en jugement, mais en reconnaissance que quelque chose de sérieux se cachait derrière mes mots. Très bien, a-t-il dit en se penchant en avant. Prenons-les un par un. J'ai apprécié ça chez lui. Pas de chichi, pas de sondage émotionnel, juste des étapes clairement définies. La procuration d'abord, ai-je dit. J'aimerais que celle existante soit révoquée immédiatement. Il a hoché la tête, ouvrant un dossier sur son ordinateur. La procuration actuelle nomme votre fille, n'est-ce pas? Oui. Et elle ne détiendra plus cette autorité. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a simplement tapé. Je me suis trouvé reconnaissante de s'être tenue. Les explications auraient exigé que je prononce le nom d'Hélène à voix haute d'une manière que je n'étais pas prête à faire. Pas dans cette pièce, pas encore. Puis est venu le titre de propriété de la maison. Quand je lui ai tendu l'acte, il a examiné les papiers avec une lente patience exercée. La propriété est uniquement à votre nom, comme il se doit, a-t-il dit. Que souhaitez-vous ajuster? Je veux qu'elle soit protégée, ai-je répondu. Légalement protégée pour que personne ne puisse prendre de décision à son sujet, sauf moi. Pas ma fille, pas son mari, pas quiconque agissant en leur nom. Il a de nouveau hoché la tête. Il y a plusieurs façons de faire ça. Fiducie révocable, transfert de propriété viagère avec contrôle conservé. Non, ai-je interrompu doucement. Je ne veux pas qu'ils aient des attentes. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus sur la propriété. Ses yeux se sont adoucis. Alors une fiducie entièrement protégée à votre nom seul accomplirait cela. Vous resteriez la seule bénéficiaire de votre vivant. Et après, ai-je demandé doucement. Cela dépend de qui vous choisissez. J'ai réfléchi un instant. Pas Hélène, pas Gavin. Leur absence s'est installée dans la pièce comme de la poussière. Ma petite fille, ai-je finalement dit. Nora. C'est la seule en qui j'ai confiance pour se souvenir de qui je suis vraiment. Il a commencé à rédiger les documents préliminaires. Je l'ai regardé taper, chaque frappe scellant des morceaux de la vie que j'avais vécue pendant la dernière décennie.
Ma voix est restée stable, mais à l'intérieur, quelque chose s'est détendu, un nœud invisible serré pendant des années. Ensuite est venu le testament. Il a posé ses questions doucement, me guidant à travers chaque ligne, s'assurant que je comprenais chaque implication. Je comprenais. Je comprenais plus clairement que je ne l'avais fait depuis des années. Êtes-vous certaine de ces changements, a-t-il demandé une fois, une seule fois, et avec une préoccupation sincère plutôt qu'une pression. J'ai 80 ans, Robert, ai-je dit doucement. La certitude est l'une des rares choses qu'il me reste, et aujourd'hui, je l'utilise. Il a souri, une petite inclinaison respectueuse des lèvres. Puis il a imprimé les documents pour que je les examine. J'ai lu chaque mot. J'ai paraphé là où c'était nécessaire. J'ai signé d'une main qui ne tremblait pas. Quand la dernière page a été complétée, il a rassemblé les papiers soigneusement. Tout prend effet dès que ceux-ci sont déposés, a-t-il dit. Et je les déposerai aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Merci. Il a hésité avant de parler à nouveau. Si jamais vous avez besoin de soutien au-delà des questions juridiques, vous pouvez m'appeler. Perdre la confiance en sa famille est un chagrin particulier. J'ai croisé son regard. Je ne suis pas en deuil, Robert. Je m'ajuste. Quand je suis sorti, l'air semblait différent, vif, presque inconnu. Je suis resté un moment, laissant le soleil d'hiver réchauffer mon visage. Les documents dans mon sac ne semblaient plus lourds. Ils semblaient mérités. Pour la première fois depuis des années, je ne protégeais pas le confort de quelqu'un d'autre. Je protégeais ma propre vie. Et ce choix silencieux et délibéré était plus puissant que tout ce qu'Hélène aurait pu écrire. Au moment où je suis rentré du cabinet d'avocat, le soleil était monté assez haut pour baigner la maison d'une lumière pâle et indifférente. Elle avait l'air exactement comme lorsque je l'avais quittée ce matin-là, calme, immobile, inchangée. Mais je n'étais pas la même femme qui était sortie à l'aube, portant une vie d'hésitation dans sa poitrine. J'ai garé la voiture, j'ai pris mon sac et je suis monté sur le porche. Les planches ont grincé sous mes pieds, leur plainte familière m'accueillant comme une vieille amie. À l'intérieur, la maison était silencieuse, mais pas le genre de silence paisible que Thomas appréciait. C'était le silence expectant de personnes qui se réveillent à peine, leurs besoins et leurs exigences s'étirant à leur côté. Depuis le couloir, j'ai entendu des pas. Le rythme rapide et impatient d'Hélène. Elle est sortie de la cuisine, tenant une tasse, les cheveux en désordre, enveloppée dans le peignoir bleu marine que je lui avais offert il y a des années. Elle a semblé surprise de me voir entièrement habillée, mon manteau encore sur moi. « Maman, tu es levée tôt », a-t-elle dit. Il n'y avait aucune inquiétude dans sa voix, seulement une légère irritation, comme si mon existence avait perturbé son arrangement matinal de pensée. J'avais des choses à faire, ai-je répondu calmement. Elle a un peu froncé les sourcils. Des choses ? Quelles choses ? Tu n'as pas laissé de mots. L'ironie de cela, après des années à être traité comme un bruit de fond, a presque failli me faire sourire. Je ne savais pas que je devais le faire, ai-je dit. Elle a haussé les épaules, rejetant le commentaire plutôt que de l'absorber. Eh bien, Gavin a dit qu'il avait entendu la porte d'entrée. Tu l'as réveillé. Gavin est apparu alors, les yeux flous, ajustant ses lunettes. Marianne, a-t-il marmonné avec cette politesse sèche qu'il réservait aux étrangers et aux caissiers de banque. Tout va bien ? Oui, ai-je dit simplement. Tout est exactement comme il se doit. Aucun d'eux n'a entendu la vérité dans mon ton. Ils écoutaient rarement le sens, seulement les inconvénients. Hélène s'est dirigée vers la table de la salle à manger, passant déjà à l'irritation du jour. Je te jure, maman. Parfois, tu compliques tellement les choses. Si tu vas quelque part, dis-le-nous, c'est tout. On ne peut pas deviner ce que tu fais à ton âge. Je l'ai regardé parler, sa bouche serrée, ses mains agitées, et j'ai senti la plus silencieuse des séparations s'installer entre nous comme un rideau qui tombe. Elle n'avait aucune idée du peu de droit qu'elle avait désormais de dicter quoi que ce soit de ma vie. Je me suis très bien débrouillé, ai-je dit. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais la bouilloire a sifflé sur la cuisinière, l'attirant. Elle s'est retournée en marmonnant quelque chose sur la responsabilité. Gavin a bâillé bruyamment, a vérifié son téléphone et a disparu vers la salle de bain. Il se déplaçait dans la maison avec la confiance de personnes qui croyaient que tout ce qui s'y trouvait, l'espace, l'air, le temps, même moi leur appartenait.
Ils n'ont pas remarqué mon sac fourre-tout près de la porte. Ils n'ont pas senti le changement dans l'air. Ils n'ont pas reconnu que quelque chose de fondamental avait déjà été retiré de sous leurs pieds. Je suis allé au salon et je me suis assise dans le vieux fauteuil de Thomas. Il m'a accueilli de la même manière qu'il l'avait toujours fait, avec un petit soupir dans les coussins et un doux ajustement contre mon dos. De là, je pouvais voir le jardin. La terre avait l'air sombre, prête pour les plantations de printemps. Thomas aurait déjà planté les tomates. Hélène est revenue avec son thé et a plané dans l'embrasure de la porte. « Maman, as-tu payé la facture d'électricité ? J'ai vu quelque chose à propos d'une mise à jour qui arrivait par email. » J'ai croisé les mains. « Les factures ne sont plus ton problème. » Elle a cligné des yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Avant que je puisse répondre, Gavin a appelé du fond du couloir. « Hélène, as-tu changé le mot de passe du Wi-Fi ? Ça ne marche pas. » Elle a gémi. « Maman, as-tu encore appuyé sur quelque chose sur le routeur ? » Je n'ai pas touché au routeur, ai-je dit doucement. Mais j'avais touché à quelque chose de bien plus central à leur confort, leur accès, leurs hypothèses, leur certitude que je serais toujours là, silencieuse, docile, consentante. Pour la première fois, j'ai vu la confusion vaciller dans les yeux d'Hélène. Une petite confusion vive, comme une rafale soulevant les bords d'un tapis. Elle ne comprenait pas encore ce qui allait arriver, et je ne ressentais pas le besoin de l'expliquer avant que cela n'arrive. Je me suis simplement adossé dans le fauteuil de Thomas, laissant la pièce respirer autour de moi, et j'ai permis à la vérité de prendre sa juste place dans la maison. À midi, la maison semblait étrangement vide, comme si les murs eux-mêmes sentaient le changement qu'Hélène et Gavin n'avaient toujours pas remarqué. Ils se déplaçaient selon leur schéma habituel, ouvrant et fermant les placards, se plaignant de petits inconvénients, remplissant l'air de la petite friction constante de l'insatisfaction. Et pourtant, sous tout ce bruit, quelque chose avait déjà commencé à se mettre en place, ferme et irréversible. J'ai passé la matinée dans ma chambre à trier des tiroirs, non pas parce que j'avais l'intention de faire mes bagages. Non, ce moment n'était pas encore arrivé. Mais parce que le fait de toucher mes propres affaires me rappelait que j'avais encore une vie séparée des deux personnes qui me traitaient comme un obstacle. J'ai trouvé de vieilles lettres de Thomas, une petite boîte de dessins d'enfance de Nora, la broche en argent que ma mère m'a offerte pour mes 30 ans. Chaque objet me stabilisait. J'ai entendu Hélène au téléphone dans la cuisine. Non, je ne sais pas pourquoi le Wi-Fi ne marche pas. Gavin pense que maman a encore tout déréglé. Elle l'a dit assez fort pour que je l'entende. Je suis sorti dans le couloir et j'ai parlé doucement. Je n'ai rien touché. Elle a agité une main dédaigneuse comme si j'étais une rafale d'air chaud. D'accord, maman. D'accord. Je ne l'ai pas corrigé davantage. Les explications étaient inutiles avec des gens qui n'écoutaient pas. Vers 13 heures, j'ai appelé le serrurier. Un jeune homme poli a répondu et a proposé un rendez-vous pour le lendemain matin. Si possible, ai-je dit, j'aimerais que tout soit fait aujourd'hui. Il devait y avoir quelque chose dans mon ton. L'âge n'affaiblit pas l'intention. Il ne fait que la distiller. Car il a accepté de réorganiser son emploi du temps. Il est arrivé 1 heure plus tard dans une petite camionnette blanche, les outils soigneusement rangés à l'arrière. Hélène l'a regardé par la fenêtre de devant, perplexe. Gavin s'est approché et a demandé, « Marianne, de quoi s'agit-il ? Nous n'avons pas besoin de nouvelles serrures. » Non, ai-je dit, mais moi, si. Le jeune homme s'est approché avec un presse-papier. Vous êtes Madame Holt ? Oui. Et vous voulez que les portes d'entrée, de derrière et de côté soient reclées, c'est bien ça ? C'est exact. Hélène s'est avancée. Attendez, pourquoi ? Nous avons déjà de très bonnes serrures. Elles ne seront plus votre problème, ai-je répondu calmement. Gavin m'a regardé sèchement. Êtes-vous en train de sous-entendre que nous n'aurons pas accès ? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, je me suis adressé au serrurier. Oui, s'il vous plaît, procédez. Il a hoché la tête et est allé chercher ses outils. La voix d'Hélène s'est élevée, cassante sur les bords. Maman, qu'est-ce que tu fais exactement ? Je sécurise ma maison. Mais nous vivons ici, a-t-elle protesté. Pour l'instant, ai-je dit doucement, jusqu'à ce que les avis légaux arrivent. J'ai regardé les mots s'installer sur eux comme de la poussière. Ils ne comprenaient pas encore entièrement, mais ils sentaient le changement,
de la même manière qu'une personne sent la première vibration avant l'arrivée d'un train. Le serrurier a travaillé rapidement. Le métal a cliqué, les charnières ont bougé, les clés ont tourné avec une finalité nette. Ce n'était pas le son d'un conflit. C'était le son des limites, quelque chose qu'Hélène et Gavin n'avaient jamais attendu de moi. Pendant qu'ils travaillaient, je suis allé au bureau et j'ai tapé un bref message à mon avocat, confirmant le changement de serrure et lui demandant de finaliser l'avis de résiliation de résidence. Car ils n'étaient pas des locataires. Ils étaient des invités sans contrat ni droit, et la loi, contrairement à la loyauté familiale, ne se plie pas à la commodité. Quand je suis retourné au salon, Gavin faisait les 100 pas. C'est une réaction excessive, a-t-il marmonné. Ça doit être un malentendu. Hélène m'a de nouveau confronté, mais son ton avait changé. Plus de colère maintenant, mais de l'incertitude. Maman, si quelque chose ne va pas, parle-nous, c'est tout. Je l'ai regardée longuement. Elle avait les sourcils de Thomas, mais aucune de sa stabilité. J'ai parlé, ai-je dit doucement. Pendant des années. Vous n'avez simplement pas entendu. Le serrurier m'a tendu une petite enveloppe avec les nouvelles clés. Je l'ai remercié, je l'ai payé et je l'ai raccompagné à la porte. Quand elle s'est refermée derrière lui, le silence à l'intérieur de la maison était entièrement différent. Plus léger, plus clair, n'étant plus façonné par leurs hypothèses. Hélène se tenait les bras croisés. Gavin fixait le sol. Ils avaient tous les deux l'air plus petits qu'ils ne l'étaient ce matin-là. J'ai mis les clés dans ma poche. Des papiers seront livrés bientôt, ai-je dit. Vous aurez le temps de prendre vos dispositions. Pourquoi, a chuchoté Hélène. Pour trouver un endroit où vous êtes réellement désiré. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement tourné et je suis descendu dans le couloir, sentant le sol stable sous mes pieds d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. La première confrontation a eu lieu plus tôt que prévu. Elle a commencé par un cliquetis sec à la porte arrière, suivi de la voix élevée de Gavin dérivant dans le couloir. J'étais dans le salon, triant une petite pile de papiers, principalement de vieux relevés bancaires, lorsque ses pas se sont approchés, lourds et inégaux. « Marianne » a-t-il appelé, le ton sec. Ma clé ne marche pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai placé les papiers en une pile nette et j'ai lissé la surface de la table avec ma paume. Ce n'est qu'alors que je me suis tourné vers lui. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, respirant fort, la frustration bouillonnant sous sa peau. Hélène planait derrière lui, se mordillant l'intérieur de la joue comme elle le faisait lorsqu'elle sentait les choses lui échapper. Les serrures ont été changées, ai-je dit. Il m'a regardé comme s'il attendait la chute d'une blague. Oui, j'ai compris. Pourquoi? Parce que la maison est à moi, ai-je répondu. Et je la sécurise. Ça n'a pas de sens, a claqué Hélène. Nous vivons ici. Pour l'instant, ai-je dit doucement, mais plus pour très longtemps. Les yeux d'Hélène se sont écarquillés d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'elle était enfant, surprise en train de faire quelque chose qu'elle ne devrait pas. Elle a fait un pas vers moi. Maman, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Leur panique a envahi la pièce, épaisse et désorganisée. Je pouvais presque la sentir s'accumuler dans les coins. Je suis restée assise, les mains croisées sur mes genoux. Des avis officiels seront livrés dans la semaine, ai-je dit. Votre résidence est résiliée. Gavin a ri sous cape, un son court et sans humour. Résidence? Êtes-vous sérieusement en train de nous parler comme si nous étions des locataires? Non, ai-je dit. Les locataires ont des accords. Vous n'en avez pas. La voix d'Hélène s'est un peu élevée. Vous nous avez invités ici. Je vous ai autorisé ici, ai-je corrigé doucement. Et cette autorisation a pris fin. Gavin s'est avancé, la colère crispant sa mâchoire. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors comme ça. Nous vivons ici depuis des années. Et pas un seul jour, ai-je répondu. Vous n'avez traité cette maison ou moi-même comme quelque chose que vous appréciez. Ils se sont tus un instant. Dans cette pause, j'ai vu quelque chose vaciller sur le visage d'Hélène. Pas du remords, mais du calcul. Une recherche frénétique de la bonne combinaison de mots pour reprendre le contrôle. Maman, a-t-elle finalement dit, adoucissant son ton d'une manière que je ne connaissais que trop bien. Si c'est à propos de quelque chose que nous avons dit,
quelque chose que nous avons fait, on peut arranger ça. Parlons-en, c'est tout. Elle voulait des assurances, pas la vérité. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai reçu un message hier soir, ai-je dit. Un message destiné à Gavin. J'ai vu la couleur quitter son visage. Gavin l'a regardé sèchement. Quel message? Elle n'a pas répondu. Je l'ai fait. Il disait, quand est-ce que cette vieille peau va enfin crever? Le silence qui a suivi était presque miséricordieux dans son honnêteté. La bouche d'Hélène s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte comme un poisson haletant en eau peu profonde. Gavin a détourné le regard, la mâchoire serrée, fixant un poing sur le mur. Maman, a chuchoté Hélène. Ce n'était pas. Je ne voulais pas dire. Je ne suis pas intéressé par les explications, ai-je dit. Je suis intéressé par la réalité, et la réalité est que vous ne voulez pas de moi ici. Ce n'est pas vrai, a-t-elle insisté, s'approchant comme si la proximité seule pouvait modifier la forme des choses. C'était une erreur, un moment stupide. Je ne le pensais pas. Mais tu l'as pensé, ai-je dit doucement. Elle a tressailli. Elle savait que c'était vrai. Gavin a croisé les bras. Même si vous êtes contrarié, ce n'est pas proportionnel. Changer les serrures, les avis légaux, c'est extrême. Non, ai-je répondu, c'est nécessaire. Ils avaient l'air si déconcertés. Deux adultes qui avaient construit leur vie sur l'hypothèse que je me plierais toujours juste assez pour maintenir la paix. Vous avez du temps, ai-je continué. Je ne vous jette pas dehors aujourd'hui, mais le processus a commencé. La voix d'Hélène s'est brisée sur les bords. Où sommes-nous censés aller? C'est votre décision, ai-je dit. Vous avez pris de nombreuses décisions sans m'inclure. Vous pouvez prendre celle-ci aussi. Pendant un bref instant, Hélène a semblé petite, non pas en âge ou en stature, mais en compréhension. Elle avait passé des années à diriger chaque espace qu'elle occupait. Maintenant, elle réalisait que cette maison n'avait jamais été la sienne à diriger. Gavin a posé une main sur son épaule, autant pour se stabiliser lui-même qu'elle. On s'en sortira, a-t-il marmonné. J'ai hoché la tête une fois. J'en suis sûr. Je me suis levé lentement de la chaise, mon corps vieux, mais mon intention ferme. Je suis passé devant eux sans les toucher, sans adoucir la vérité. Derrière moi, j'ai entendu Hélène chuchoter. Je ne pensais pas qu'elle ferait vraiment quelque chose. Et la réponse tranquille de Gavin. Peut-être que nous n'avons jamais su à qui nous avions affaire. Je ne me suis pas retourné. Leurs mots n'étaient pas pour moi. J'ai simplement continué dans le couloir, laissant le poids du moment s'installer là où il devait être. Plus sur mes épaules, mais sur les leurs. Les heures qui ont suivi notre confrontation se sont écoulées dans une sorte de tension feutrée, comme si la maison elle-même attendait de voir ce qu'Hélène et Gavin allaient faire maintenant que le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Je suis resté dans le salon, triant quelques vieilles lettres, laissant leur voix, amis disparus depuis longtemps, voisins déménagés, me rappeler un temps où les conversations portaient de la chaleur au lieu de l'obligation. Hélène est finalement apparue dans l'embrasure de la porte. Ses yeux étaient rouges, bien que je soupçonne que c'était plus de frustration que de chagrin. Elle est restée là, à moitié dans l'ombre, ne sachant pas comment entrer dans une pièce qui ne lui appartenait plus. Maman, a-t-elle dit doucement. Pouvons-nous reparler, s'il te plaît? J'ai levé les yeux. Nous parlons. Elle a pris cela comme une permission et est entrée. Ses mouvements étaient maintenant hésitants, prudents, comme si la maison pouvait la meurtrir. Elle s'est assise sur le bord du fauteuil en face de moi, les mains jointes si fort que ses jointures blanchissaient. Je sais que le message était affreux, a-t-elle commencé. Je sais que je t'ai blessé, mais tu réagis de manière excessive. Tu ne peux pas simplement démanteler toute ta vie pour une seule chose que j'ai dite. Ce n'était pas une seule chose, ai-je corrigé doucement. C'était des années de choses. Le message n'a fait que retirer le dernier rideau. Elle a cligné des yeux fortement. Mais nous jeter dehors, tout finir. Tu m'as élevé, maman. Je suis ta fille. Être mère est un lien de sang. Être traité comme tel est un lien de respect. Je n'ai pas dit cela à voix haute. Au lieu de cela, j'ai plié la lettre dans mes mains et je l'ai mise de côté. Je ne te punis pas, ai-je dit. Je me libère. Il y a une différence. Son souffle s'est coupé.
Non pas par compréhension, mais par incrédulité. Où irons-nous? A-t-elle demandé à nouveau. Veux-tu que nous soyons sans abri? Tu gagnes plus qu'assez, ai-je répondu. Et Gavin aussi. Vous vous en sortirez. Ce n'est pas si simple, a-t-elle insisté. Ça ne l'est jamais, ai-je dit. Mais la simplicité n'a jamais été le but. L'honnêteté, si. Son sang-froid s'est fissuré. Elle s'est penchée en avant, sa voix tremblante, non pas de tendresse, mais de désespoir. Pourquoi fais-tu ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Les mots m'ont frappé avec une étrange douceur creuse. Fait pour moi. Comme si la tolérance était de la gentillesse. Comme si partager ma maison tout en rabaissant ma présence était une générosité. J'ai croisé son regard. Dis-moi une seule chose que tu as faite pour moi par amour, Hélène. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a détourné le regard. Je me suis occupé de toi, a-t-elle dit faiblement. Ce n'est pas vrai, ai-je répondu. Tu m'as géré. Il y a une différence. Ses épaules se sont affaissées. Elle a semblé plus âgée pour la première fois. Plus âgée, non pas en années, mais dans le poids de réaliser qu'une version d'elle-même ne détenait plus le pouvoir. Je ne pensais pas ce que j'ai écrit, a-t-elle chuchoté. J'étais en colère et j'ai dit quelque chose de stupide. Je crois que tu ne voulais pas me l'envoyer, ai-je dit. Mais tu pensais les mots. Des larmes se sont accumulées dans ses cils. Pendant un bref instant, j'ai ressenti l'ancien instinct de la réconforter. Le réflexe maternel de lisser le chagrin même quand il n'est pas mérité. Mais je suis resté immobile. Certaines distances ne devraient pas être comblées une fois que la vérité les a tracées. Tu choisis de mal me comprendre, a-t-elle dit doucement. Non, ai-je répondu. Je choisis de t'entendre. Cela a mis fin à la conversation plus nettement que des voix élevées ne l'auraient jamais pu. Hélène s'est levée lentement, s'essuyant les joues. Elle s'est dirigée vers le couloir, les épaules courbées, non pas par l'âge, mais par l'effondrement des hypothèses qu'elle avait portées trop longtemps. À l'embrasure de la porte, elle a fait une pause. Alors, c'est définitif? Oui. Elle a hoché la tête une fois, comme pour graver le moment dans sa mémoire. Puis elle a quitté la pièce, c'est pas plus petit que je ne les avais jamais entendus. Je suis resté dans le fauteuil de Thomas, laissant ma respiration se calmer, laissant le calme revenir. Dehors, la lumière changeait sur le jardin. À l'intérieur, quelque chose en moi s'est enfin installé à sa juste place. Les documents légaux sont arrivés 2 jours plus tard, livrés par un coursier qui semblait à peine assez âgé pour louer une voiture. Il m'a tendu l'enveloppe avec un sourire poli, ignorant le bouleversement que cela allait provoquer à l'intérieur de la maison. J'ai signé, je l'ai remercié et j'ai refermé doucement la porte. Il n'y avait aucun triomphe dans ce moment, seulement une confirmation silencieuse de ce qui existait déjà. Hélène et Gavin étaient dans la cuisine lorsque je suis entré avec l'enveloppe. Gavin a levé les yeux le premier, la méfiance se dessinant déjà sur ses traits. Les mains d'Hélène se sont figées autour de sa tasse. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Votre avis » ai-je dit simplement, posant l'enveloppe sur la table. Il explique le calendrier et les conditions. Gavin l'a attrapé, a déchiré le sceau et a fixé la première page. Sa mâchoire s'est crispée. Hélène s'est penchée par-dessus son épaule, lisant rapidement. Sa respiration est devenue saccadée. « Tu nous as donné 30 jours » a-t-elle dit doucement. 30, c'est la norme, ai-je répondu. Et généreux. Gavin a laissé échapper un rire court et incrédule. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas simplement décider de nous expulser. Vous ne pouvez pas. Je peux, ai-je répondu. Et je l'ai fait. Hélène a pressé le bout de ses doigts sur son front en secouant la tête. Maman, nous avons des vies ici. Des emplois, des routines, des engagements. Tu nous demandes de tout déraciner. Rien n'est demandé, ai-je dit. On vous informe. Sa voix a tremblé. Où veux-tu qu'on aille? C'est à vous de décider. Gavin a fait un pas vers moi, non pas menaçant, mais imposant d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. Vous réalisez l'image que ça donne? Une femme âgée qui met sa propre famille à la porte? Les gens vont parler. J'ai soutenu son regard. Qu'ils parlent. Ils n'ont pas vécu dans cette maison.
Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a regardé Hélène comme s'il s'attendait à ce qu'elle sauve la conversation. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est affalée sur une chaise, dégonflée. « Et ton avenir, maman ?» a-t-elle demandé. « Qui va s'occuper de toi s'il arrive quelque chose ?»« Moi » ai-je dit. « Comme je l'ai toujours fait. »« Mais et nous ?» Sa voix s'est brisée. « La famille ne compte pas du tout pour toi. »« Elle compte assez » ai-je répondu, pour que je refuse de continuer à prétendre que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Gavin a marmonné dans sa barbe en faisant les 100 pas. Elle fait une erreur. C'est délirant. Je l'ai regardé, calme et imperturbable. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le résultat reste le même. Hélène a repoussé les papiers et s'est levée brusquement. Elle s'est dirigée vers moi et a attrapé mon bras, non pas brutalement, mais avec urgence. « Maman, s'il te plaît. Ne fais pas ça. On peut changer. On peut faire mieux. » J'ai posé ma main sur la sienne, retirant doucement sa prise. « Si vous aviez voulu faire mieux, vous l'auriez fait bien avant maintenant. » Elle a dégluti difficilement. « Tu choisis de ruiner nos vies. »« Non, » ai-je dit. « Je choisis de ne pas vous laisser ruiner la mienne. » Son visage s'est décomposé. Elle a regardé Gavin, impuissante, comme si elle s'attendait à ce qu'il la ramène à la sécurité par la force de ses arguments. Mais il semblait soudainement plus âgé, fatigué, à court de répliques toutes faites. « On peut contester ça légalement » a-t-il dit doucement. « Vous pouvez essayer » ai-je répondu. « Mais la maison est à moi. La loi n'est pas de votre côté. » Le silence s'est de nouveau installé, plus lourd cette fois. Non pas le silence de l'attente, mais le silence de la prise de conscience que la discussion était terminée. Hélène a essuyé ses yeux et a chuchoté. « Je n'aurais jamais pensé que tu te choisirais plutôt que nous. » Je l'ai regardé fixement. « J'aurais dû me choisir il y a des années. » Elle s'est détournée, les épaules voûtées, et Gavin l'a suivie dans le couloir. Leurs pas sonnaient différemment maintenant, moins confiants, plus incertains. La maison semblait plus grande en leur absence, comme si elle reconnaissait enfin à qui elle appartenait. Je suis resté à la table de la cuisine, laissant les documents reposer sous mes doigts. Le moment ne semblait pas victorieux. Il semblait nécessaire. Pour la première fois depuis longtemps, la maison et ma vie ne m'échappaient plus. Elle me revenait. Le jour où j'ai décidé de quitter la maison moi-même a été plus calme que je ne l'avais prévu. Pas dramatique, pas lourd, juste calme. De la même manière qu'une longue conversation se termine lorsque les deux personnes ont enfin dit tout ce qu'il y avait à dire. Hélène et Gavin ont passé la matinée à se déplacer dans les pièces comme des fantômes agités, ouvrant des placards, les refermant, se chuchotant des phrases courtes et sèches. Je me suis déplacé plus lentement, observant la maison, non pas comme un lieu de conflit, mais comme quelque chose que j'avais entretenu pendant la moitié de ma vie. L'après-midi, je suis entré dans la chambre principale, celle de Thomas et la mienne, avant qu'Hélène ne la revendique pour elle-même. La pièce sentait légèrement la cire pour meuble, bien que je n'y ai pas touché depuis des semaines. La lumière filtrait à travers les rideaux de la même manière qu'elle l'avait toujours fait, adoucissant les contours de la commode qu'il avait construite de ses mains. Je suis resté là un moment, laissant le souvenir de lui s'installer autour de moi, non pas triste, juste constant. Cela m'a rappelé qui j'avais été avant que les années ne deviennent lourdes. J'ai commencé à n'emballer que le nécessaire. Quelques robes, quelques pulls, la montre de Thomas, la boîte à recettes avec l'écriture de Nora glissée entre mes propres fiches, une photo encadrée de nous trois sur les marches du Porsche. J'ai choisi des choses qui appartenaient à ma vie, pas à la vie qu'Hélène et Gavin avaient construite autour de moi. Quand Hélène a vu la valise près de ma porte, elle s'est figée. « Maman, où vas-tu » ? « À mon nouveau logement » ai-je dit simplement. Elle a cligné des yeux rapidement. « Tu déménages maintenant ? Avant nous ? Avant que tout cela ne dégénère en quelque chose de plus laid que nécessaire. » Elle s'est approchée. « Mais c'est ta maison. Tu l'as dit toi-même. » « C'est vrai » ai-je répondu. « C'est pourquoi je choisis les conditions de mon départ. » Son visage s'est tordu de confusion et de quelque chose comme de la peur. Je comprenais cette peur, non pas de me perdre, mais de perdre la version de moi qui avait vécu sous leurs règles. Gavin est apparu derrière elle, son expression pincée. « Où vas-tu exactement ? » Dans un cottage près de la côte.
Un endroit calme. Les papiers ont été finalisés ce matin. Je ne leur ai pas dit que les documents de la fiducie pour la maison avaient été déposés en même temps. Hélène a secoué la tête. Ça n'a aucun sens. Pourquoi quitterais-tu ta propre maison? Parce que rester nous garderait tous piégés dans le même schéma, ai-je dit. Et j'en ai fini avec les schémas qui m'effacent. Pendant un instant, elle m'a simplement regardé. Vraiment regardé, non pas comme un inconvénient, non pas comme un fardeau, mais comme quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Cela l'a déstabilisée. Je pouvais le voir. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça, a-t-elle chuchoté. Je sais, ai-je dit. Mais vouloir et faire ne sont pas la même chose. J'ai porté ma valise jusqu'à la porte d'entrée. Son poids était gérable, plus léger que les années que je laissais derrière moi. Quand je suis sorti, l'air froid a rempli mes poumons d'une manière qui semblait presque nouvelle. Le taxi a remonté l'allée, le chauffeur sortant pour aider. Hélène a attrapé mon bras, sa prise hésitante. « Maman, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » J'ai posé doucement ma main sur la sienne. C'est la seule façon dont je peux partir, avec dignité. Elle a lâché prise lentement, comme si elle réalisait qu'elle n'avait plus le droit de s'accrocher. Je me suis retourné une dernière fois vers la maison. Les marches du porche que Thomas a construite gardaient leur ligne familière. Le jardin attendait le printemps. Les fenêtres reflétaient la pâle lumière d'hiver. C'était toujours ma maison, juste pas l'endroit pour le reste de ma vie. Le chauffeur a ouvert la portière. Je me suis installé sur le siège, la valise à côté de moi. Alors que nous nous éloignions, Hélène et Gavin se tenaient sur le porche, ne faisant pas de signe, ne criant pas, juste regardant, comme s'ils ne savaient pas si le monde pouvait vraiment continuer sans que je sois à l'intérieur. Mais le monde a continué. Et pour la première fois depuis des années, je choisissais enfin où le mien irait. La vie a une façon de se réorganiser rapidement une fois que la vérité prend enfin sa place. Je me suis installé dans le petit cottage côtier en moins d'une semaine. Un modeste bâtiment d'un étage avec un porche étroit, une rue calme et une vue sur l'océan si l'on se penchait un peu vers la fenêtre du côté est. Je n'avais pas besoin de grand-chose. La paix ne nécessite pas de superficie. Elle nécessite un espace d'un autre genre. Le premier matin là-bas, je me suis réveillé au son des mouettes et au faible bourdonnement de la marée, pas de pas dans le couloir, pas de soupir à peine voilé derrière des portes closes, personne ne me demandant où j'allais ou pourquoi. J'ai fait du thé, j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine et j'ai laissé l'air salin entrer. C'était comme si la maison inhalait avec moi. Pendant ce temps, l'effondrement d'Hélène et Gavin a commencé presque immédiatement. Je n'en ai pas été témoin, mais j'en ai entendu des bribes par Nora, qui m'a rendu visite 2 jours après mon déménagement. Elle est arrivée sur le petit porche tenant un sac de courses et un air inquiet qu'elle essayait de cacher. « Grand-mère » a-t-elle dit doucement après que je l'ai laissée entrer. « Maman ne va pas bien. » Je lui ai fait signe de s'asseoir à la petite table. « Raconte-moi ce qui se passe. » Elle a hésité, choisissant ses mots. Ils n'ont pas très bien pris la nouvelle de la fiducie. J'ai hoché la tête. Je ne m'attendais pas à autre chose. Ils pensaient pouvoir contester, a-t-elle poursuivi. Mais l'avocat a été clair. Votre décision est définitive. La maison est légalement protégée. Ils ne peuvent pas y toucher. La bouilloire a sifflé doucement en arrière-plan, un son constant et rassurant. Et où sont-ils maintenant, ai-je demandé. Dans une location de l'autre côté de la ville, a-t-elle dit, petite, chère. Ils n'étaient pas préparés au coup. Je pouvais presque l'imaginer. Gavin faisant les 100 pas, Hélène réarrangeant des choses qui ne voulaient pas être réarrangées. Tous deux confus par un monde qui ne se pliait plus à leur convenance. Nora a joint les mains. Maman n'arrête pas de dire qu'elle n'a jamais imaginé que tu partirais vraiment, qu'elle t'a mal jugé. Elle ne m'a pas mal jugé, ai-je dit. Elle n'a simplement jamais regardé de près. Les yeux de Nora se sont adoucis. Elle a peur, grand-mère. Elle a réalisé qu'elle dépendait de toi plus qu'elle ne l'a jamais admis. La dépendance déguisée en ressentiment. C'était toujours le fil conducteur silencieux entre nous. Et toi, ai-je demandé doucement. Elle a esquissé un petit sourire. Je suis soulagé. Je sais que ça semble horrible, mais je suis contente que tu sois quelque part en sécurité, quelque part respectée. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne.
Ses doigts se sont enroulés autour des miens avec la même sincérité qu'elle avait depuis l'enfance. Une sincérité qu'Hélène avait autrefois avant que la vie ne durcisse ses contours. Après son départ, je suis sorti, laissant le soleil de l'après-midi réchauffer mon dos. Le quartier était paisible. Un homme promenait son chien lentement dans la rue. Une femme arrosait ses plantes sur le porche d'à côté. Les gens ici vivaient sans urgence, sans performance. Ce soir-là, alors que le ciel virait au doré, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas eu besoin de vérifier le numéro pour savoir qui c'était. La voix d'Hélène a tremblé quand elle a parlé. « Maman, nous avons reçu l'avis formel de la fiducie aujourd'hui. »« Je sais » ai-je dit. Une longue pause a suivi. Pas de colère cette fois, pas de défensive, juste du vide. « Tu le pensais vraiment » a-t-elle chuchoté. « Oui. » Une autre pause. Je pouvais l'entendre déglutir. Nous avons du mal. Le loyer est élevé. Gavin est contrarié. Tout semble lourd. Je suis désolé pour cette lourdeur, ai-je dit. Mais ce n'est plus à moi de la porter. Elle a émis un petit son fragile. Je n'aurais jamais pensé que tu choisirais une vie sans nous. Je n'ai pas choisi une vie sans vous, ai-je répondu doucement. J'ai choisi une vie sans cruauté. Silence à nouveau, puis très doucement. Je ne sais pas qui je suis sans être agacé par toi. L'honnêteté m'a surprise. Pas de tendresse, mais de la vérité. Alors peut-être, ai-je dit doucement, es-tu enfin en mesure d'apprendre? Elle n'a pas répondu. Elle a simplement respiré, de manière tremblante et inégale, comme si elle s'adaptait à un air qu'elle n'avait jamais eu à inhaler auparavant. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté près de la fenêtre, regardant les dernières traînées de lumière s'estomper sur l'eau. Leur vie s'effondrait vers l'extérieur, morceau par morceau. La mienne, pour la première fois depuis des années, se repliait vers l'intérieur en quelque chose de stable, de privé et de complètement à moi. Les jours ont commencé à s'installer dans un rythme que je n'avais pas connu depuis des années. Pas excitant, pas chargé, juste le mien. Au cottage, les matins arrivaient doucement avec une lumière pâle s'étirant sur le petit plancher en bois et le son de l'océan effleurant le rivage comme un rappel silencieux que le monde pouvait encore être doux. Je m'asseyais à la petite table avec mon thé, regardant la vapeur monter, ne ressentant aucun besoin de me presser. Personne n'attendait que je dégage le passage. Personne ne soupirait dans la pièce voisine. Le silence était enfin devenu un compagnon au lieu d'un avertissement. J'ai rempli le temps de choses simples, réarrangeant le garde-manger, recousant un bouton lâche sur un cardigan, marchant lentement sur la route étroite qui serpentait le long de l'eau. Les voisins saluaient. Certains se sont présentés. Quelques-uns ont remarqué mon âge et se sont penchés comme s'ils s'attendaient à ce que la fragilité se manifeste dans ma voix. Mais je n'ai jamais été fragile. Fatigué peut-être, usé par les années, mais pas cassable. Un après-midi, j'ai acheté des plantes, des petites, du romarin, un pot de menthe, une modeste fougère. Je les ai placées sur le rebord de la fenêtre où elles attrapaient le soleil. C'était bon de s'occuper de quelque chose à nouveau, quelque chose qui ne me demandait rien d'autre qu'un peu d'eau et d'attention. Thomas aurait approuvé. Il disait que s'occuper de petites choses vivantes maintient une personne stable. Je pensais rarement à la maison maintenant. Elle n'attirait plus mon esprit comme elle le faisait autrefois. Lâcher prise, j'ai réalisé, n'est pas le déchirement violent que les gens imaginent. C'est plus comme une libération silencieuse, une porte se refermant doucement derrière vous lorsque vous comprenez enfin que vous n'étiez jamais obligé de rester à l'intérieur. Pourtant, parfois je me demandais si les roses du jardin arrière avaient fleuri tôt comme elles le faisaient, non par nostalgie, mais par mémoire. La mémoire ne demande rien. Elle s'assoit simplement à côté de vous. Hélène a appelé une fois de plus cette semaine-là. La conversation a été brève. Elle m'a dit qu'il s'en sortait, bien que je puisse entendre la tension sous ses mots. Elle a gardé ses phrases courtes, comme si elle craignait que quelque chose de plus l'on expose trop de choses. Elle n'a pas demandé à venir, et je n'ai pas proposé. C'était la première fois que nous parlions sans prétendre une proximité que nous n'avions pas. Curieusement, cette honnêteté a rendu l'appel moins douloureux. La personne qui venait souvent, c'était Nora. Elle venait après ses cours, apportant des pâtisseries d'une boulangerie près du campus et des histoires sur son travail à temps partiel. Elle ne parlait pas de ses parents à moins que je ne le demande. Et même alors, elle gardait les détails simples,
assez pour que je comprenne la direction de leur vie sans être ramené au milieu d'eux. Un après-midi, elle m'a aidé à accrocher une petite photographie encadrée au-dessus de la cheminée. C'était une photo de Thomas et moi prise il y a des décennies. Nos mains entrelacées de cette manière naturelle que les couples mariés depuis longtemps se tiennent sans y penser. Nora a reculé et a souri. « Ça va bien avec l'endroit ?» a-t-elle dit. « Ça va bien avec ma vie maintenant ?» ai-je répondu. Elle est devenue silencieuse, m'étudiant avec ses yeux clairs et stables qu'elle a hérités de son grand-père. « Tu as l'air plus légère ?» a-t-elle dit doucement. « Je le suis. »« Qu'est-ce qui a changé ?»« Rien, ai-je dit. »« Et puis tout. » Elle a hoché la tête, comprenant plus qu'Hélène ne l'avait jamais fait. « Il y a des enfants qui héritent de vos habitudes et des enfants qui héritent de votre vérité. » Nora, heureusement, était de la dernière catégorie. Quand elle est partie ce soir-là, je l'ai raccompagnée jusqu'au porche. L'air s'était rafraîchi, portant une légère odeur d'algues et de pin. Elle m'a serré fort dans ses bras, sans pitié, sans inquiétude, juste de la chaleur. Quand sa voiture a disparu au tournant, je suis resté dehors un moment, regardant les dernières traces de lumière du jour glisser sous l'horizon. À l'intérieur, le cottage sentait légèrement le romarin. Le calme m'enveloppait, non pas lourd, non pas résonnant, mais plein. Une vie sans encombre, n'étant plus coincée dans les coins du confort de quelqu'un d'autre. Je me suis assise dans mon fauteuil, j'ai croisé les mains et j'ai respiré le silence. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me préparais à rien. Je vivais, tout simplement. C'était en fin d'après-midi lorsque Nora a appelé et a demandé si elle pouvait passer. Sa voix avait un calme que j'avais appris à reconnaître. Elle ne me pressait jamais, ne me poussait jamais. Je lui ai dit, bien sûr qu'elle le pouvait. J'ai mis la bouilloire en marche et j'ai sorti 2 tasses, les bonnes avec les bords en porcelaine fine. Je ne garde plus les belles choses pour les occasions. La vie elle-même est l'occasion. Elle est arrivée avec son sac à dos sur une épaule et un doux sourire sur le visage. « Grand-mère, l'océan sent plus fort aujourd'hui » a-t-elle dit en entrant. On peut sentir le sel dans l'air. Ça veut dire que le vent tourne, ai-je répondu. Il fait ça quand les saisons commencent à changer. Elle s'est assise en face de moi, croisant les mains comme le faisait Thomas lorsqu'il se préparait à dire quelque chose d'important. Ses yeux ont brièvement parcouru la pièce, la photographie au-dessus de la cheminée, les plantes sur le rebord de la fenêtre, le mot croisé à moitié fini sur la table. Elle a absorbé l'endroit comme on absorbe une peinture, remarquant ce qui est là et aussi ce qui ne manque plus. « Maman veut venir te voir » a-t-elle finalement dit, mais elle ne sait pas comment demander. J'ai remué du miel dans mon thé. Elle sait comment. Elle ne veut juste pas risquer d'entendre non. Nora a hoché la tête, un très léger pli se formant entre ses sourcils. Elle est différente ces derniers temps, plus petite en quelque sorte. Elle ne parle plus avec autant d'assurance qu'avant. La vie humilie les gens, ai-je dit. Certains en tirent des leçons, d'autres non. Veux-tu qu'elle vienne, a demandé Nora. J'ai regardé par la fenêtre où le pâle soleil d'hiver reposait sur le porche. La question n'était pas abrupte. Elle était douce, mais elle exigeait de l'honnêteté. Je ne veux pas qu'elle vienne par culpabilité, ai-je dit. Et elle n'est pas prête à venir par amour. Nora a réfléchi à cela. Lui pardonnerais-tu un jour ? Le pardon est un mot que les gens utilisent trop rapidement. Ils le jettent comme des confettis aux funérailles et aux réunions de famille, en espérant qu'il couvre la vérité en dessous. Le pardon n'est pas le problème, ai-je dit. Je ne la déteste pas. Je ne suis pas en colère. J'en ai simplement fini. Elle a hoché la tête lentement. Je pouvais voir qu'elle comprenait, non pas comme une enfant essayant de justifier quelqu'un d'autre, mais comme une femme commençant à comprendre les contours de la dignité. Après le thé, elle a demandé si nous pouvions marcher jusqu'à la rive. L'air était plus froid que plus tôt dans la semaine, le vent balayant le sable en longues rafales. Nous avons marché lentement, comme je le fais toujours, mais elle ne s'est jamais pressée devant. Elle a gardé mon rythme naturellement, comme si nous étions partenaires dans le même rythme. « Grand-mère » a-t-elle dit après un moment, maman n'arrête pas de dire qu'elle ne sait pas comment arranger les choses. J'ai senti la fermeté du sol sous mes pieds. C'est parce qu'elle pense toujours que les choses peuvent revenir à ce qu'elles étaient. Et le peuvent-elles, a demandé Nora. Non, ai-je dit doucement. Mais quelque chose d'autre pourrait pousser dans l'espace qui reste, si elle le veut.
Si elle est prête à construire quelque chose de nouveau, pas à ramener l'ancienne forme à la lumière. Nora a laissé échapper un petit souffle qui semblait moitié soulagement, moitié tristesse. Tu lui manques, a-t-elle dit doucement. Bien qu'elle ne le dirait jamais à voix haute. Je sais, ai-je répondu. Mais manquer à quelqu'un n'annule pas la façon dont on l'a traité. Cela montre seulement ce que l'on a perdu. Nous avons atteint un banc surplombant l'eau. La marée était basse, la mer s'étendant en longues lignes régulières. Nous nous sommes assises, laissant le froid s'installer dans nos manches et le calme s'installer dans nos os. Nora a posé légèrement sa tête contre mon épaule, de la même manière qu'elle l'avait fait lorsqu'elle avait 6 ans et peur des orages. Je suis contente que tu sois partie, a-t-elle chuchoté. Je sais que ça semble déloyal, mais je suis contente. Il n'est pas déloyal de reconnaître la paix, ai-je dit. C'est simplement la vérité. Elle s'est redressée, écartant les cheveux de son visage. Et je veux que tu saches que je ne te laisserai pas disparaître. Pas comme maman t'a laissé t'effacer en arrière-plan. Je ne ferai pas ça. Je lui ai souri. Une petite chose stable. Tu n'as rien à promettre. Vis simplement avec gentillesse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour vous tous. Nous sommes restés assises un peu plus longtemps, écoutant la marée. Pas de grandes déclarations, pas de reconstruction de ponts brisés, juste un moment tranquille entre deux femmes, l'une au bout de sa longue route, l'autre choisissant encore la sienne. Quand nous sommes retournés au cottage, le ciel avait de nouveau changé, strié de lavande pâle et d'or. Le soir tombait, et pour la première fois depuis de nombreuses années, je m'y sentais entièrement prête. Les derniers jours de l'hiver se sont écoulés doucement dans le cottage, chacun s'installant dans le suivant avec un calme que je n'avais jamais connu dans mon ancienne maison. La paix, j'ai découvert, n'arrive pas d'un seul coup. Elle s'infiltre tranquillement à travers les fissures laissées derrière lorsque le bruit et la tension finissent par partir. Certains matins, je me réveillais encore, m'attendant à entendre des pas dans le couloir ou le faible bourdonnement de l'irritation de quelqu'un qui m'attendait dans la cuisine. L'habitude est une chose tenace. Mais ensuite, j'ouvrais les yeux et ne voyais que la douce lumière au plafond, l'immobilité d'une pièce qui ne contenait aucune attente, et je respirais à nouveau facilement. Un matin, je me suis assise sur le porche, enveloppée dans mon châle, regardant la marée pousser une fine ligne d'écume sur le sable. Mes mains reposaient sur mes genoux, chaudes sous la laine. Mon corps est plus lent ces jours-ci, mais la lenteur a sa propre force. Elle vous apprend à sentir le poids des choses, de vos choix, de votre histoire, de votre liberté. J'ai pensé à Hélène. Non pas avec ressentiment, non pas avec nostalgie, juste avec la clarté qui vient lorsque l'on cesse enfin de négocier avec ce qui ne peut être changé. Elle avait envoyé un autre message la semaine précédente. Une brève note disant qu'elle espérait que j'allais bien. Pas de questions, pas de demandes, pas d'excuses. Juste une ligne flottant dans l'espace entre nous. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'en avais pas besoin. Certaines distances sont mieux entretenues avec le silence plutôt qu'avec des mains empressées. Elle et Gavin s'adaptaient toujours à leur nouvelle vie. Nora m'a dit qu'ils s'étaient installés dans une location plus petite, un endroit au mur fin et à la vieille moquette, mais assez proche de la boutique de sa mère pour qu'Hélène puisse aller au travail à pied. Le premier mois avait été difficile pour eux. Maintenant, ils apprenaient à se tenir sur leurs propres pieds, des pieds qu'ils avaient ignorés pendant des années parce qu'ils avaient toujours cru que les miens stabiliseraient leur monde. Perdre la maison les a forcés à se voir sans le cadre que j'avais fourni. Ce n'était pas une punition. C'était simplement la vérité qui s'affirmait. J'ai siroté mon thé et j'ai senti la chaleur voyager lentement dans ma poitrine. Une mouette a piqué vers le rivage, ses ailes attrapant la lumière comme si elles étaient trempées dans l'argent. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le vent caresser le côté de mon visage. Cela m'a rappelé Thomas. Non pas son apparence, mais la façon dont il se comportait dans la vie. Silencieux, stable, imperturbable par l'empressement des autres. Pendant tant d'années après sa mort, j'ai essayé d'être le ciment qui maintenait tout le monde ensemble. Mais les gens ne peuvent pas être maintenus ensemble par l'endurance d'une seule personne. Ils doivent choisir de s'accrocher eux-mêmes. Hélène n'a jamais appris cela. J'espère qu'un jour elle le fera. Plus tard cet après-midi-là, Nora est revenue, apportant du pain frais et un bouquet de petites fleurs blanches. Elle a dit qu'elle lui rappelait moi. Pas voyante, mais forte. Nous nous sommes assises à la table, étalant du beurre sur des tranches chaudes,
l'air rempli de l'odeur du romarin du rebord de la fenêtre. Elle m'a parlé de ses cours, de ses projets de stage, d'un nouvel ami dont elle n'était pas sûre qu'il ne soit qu'un ami. J'ai écouté de la manière dont on écoute quand on n'a plus rien à protéger ou à réparer, pleinement, sans crainte de ce qui va suivre. Avant de partir, elle a jeté un coup d'œil au cottage. « Ça te va bien, grand-mère » a-t-elle dit. « On dirait que tu as enfin de l'espace pour respirer. » « C'est vrai » ai-je répondu. « Et j'ai l'intention de le garder ainsi. » Après son départ, je suis de nouveau sorti. Le soleil avait baissé, colorant le ciel d'un cuivre doux. Je suis resté sur le porche et j'ai regardé le soir s'installer. Mes mains reposaient sur la rampe. Le bois était chaud malgré la fraîcheur de l'air. Pour la première fois depuis des décennies, il n'y avait aucune partie de ma vie contre laquelle je devais me préparer. Pas de petites anticipations de blessures, pas de compromis silencieux, seulement la dignité tranquille de choisir ma propre compagnie, ma propre maison, ma propre paix.